On a 4 experts aujourd'hui dans le cadre de notre semaine sur les sciences de la lumière en partenariat avec Optonic. Je vous les présente sans plus attendre. Louis-Raphaël Robichaud, qui est ingénieur physique et PDG. Merci d'être là, Louis-Raphaël. On a Amrita Darji, scientifique en électronique. Merci, Amrita, d'être avec nous aujourd'hui. Jonathan Roy, donc pas le chanteur, mais bien l'expert et le technicien en optomécanique. Merci beaucoup d'être là, Jonathan. Merci. Et David Rioux, concepteur en optique, gestionnaire de projet. Vraiment, on a la crème de la crème en termes d'experts aujourd'hui. Moi, j'aimerais juste qu'on commence à mettre carte sur table, là, vraiment, peut-être en commençant par Louis-Raphaël. Qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? Puis dans tes mots, en fait, c'est quoi ta définition de ton emploi à toi? Oui, ben, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. Moi, en fait, à ma formation, là, j'ai fait un DEC en sciences de la nature. Après ça, je ne savais pas trop quoi faire après, mais j'ai décidé d'aller en génie physique pour me laisser le plus de portes ouvertes. Puis finalement, j'ai eu la piqûre vraiment pour les lasers et j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. Puis c'est là que j'ai décidé de faire une maîtrise industrielle en laser. Et finalement, ben, j'ai décidé de fonder mon entreprise là, il y a 5 ans. Et aujourd'hui, je suis le président fondateur de Femtom, une entreprise qui fabrique des lasers de pointe pour les fabricants haute technologie. On exporte à l'international, puis on est en forte croissance. Merci beaucoup d'être là, Amrita Darji. Bon, on se l'imagine, scientifique en électronique. Amrita, pour toi, qu'est-ce que tu fais dans tes mots? C'est quoi ton emploi exactement? Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Moi, pour mon emploi en tant que scientifique en électronique, je travaille dans le département de recherche et développement. On fait beaucoup de développement côté clientèle, fait que dépendamment des demandes qu'ils ont, on travaille sur leurs demandes pour arriver à fabriquer ces produits. Moi, en particulier, je travaille sur une ligne de produits de détecteurs avec un système qui met en place, qui est assemblé avec. C'est ça qu'on fabrique, nous, ici, à Excellitas. Et tous les jours, dans le fond, je travaille beaucoup avec les requêtes des clients. Je travaille aussi beaucoup avec l'amélioration de la ligne de production avec d'autres équipes qui sont dans mon entreprise. Merci d'être avec nous, Amrita. Jonathan, technicien en optomécanique. Bon, dans tes mots à toi, ça veut dire quoi ce titre-là et qu'est-ce que tu fais en gros dans tes mots? C'est une très bonne question. Je suis vraiment content d'être ici. C'est quoi un technicien en automécanique? Ça, c'est la question que je me fais poser le plus souvent dans mon quotidien. C'est un technicien qui a fait un DEC en génie physique au Cégep André de Orlando. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est assembler des sous-systèmes pour des systèmes plutôt complexes, les qualifier, s'assurer que de la bonne qualité du système à la livraison client, toutes les petites tâches connexes, vérifier si l'électronique est correctement configurée, la configuration, de la soudure, de la fabrication de câbles. Écoute, c'est de A à Z de la production et ensuite faire de la documentation, c'est-à-dire faire des instructions de travail, s'assurer que les documents techniques qui sont fournis aux clients sont corrects et travailler avec l'équipe d'ingénierie pour s'assurer que le produit qu'on livre est selon les normes respectées dans le devis du client. Donc, il y a du travail d'équipe là-dedans aussi. Merci d'être avec nous, Jonathan. Dernier, mais non le moindre, David Rioux, concepteur en optique, gestionnaire de projet également. Dans tes mots, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bien, bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis très, très content d'être ici avec vous tous pour parler de mon métier. Ce que je fais dans mes journées, bien, je travaille beaucoup avec Jonathan. On vient de la même compagnie. De mon côté, c'est peut-être un peu antérieur à ce que Jonathan fait. Moi, je travaille sur la conception des produits. Souvent, un nouveau produit qu'on veut développer, un nouvel instrument de mesure, ben là, il faut se poser des questions. OK, ben, est-ce qu'on a besoin d'une caméra? Est-ce qu'on a besoin d'un laser? Quelle sorte de lentille on a besoin pour pouvoir faire les mesures qui sont nécessaires? Je travaille beaucoup sur de l'instrumentation bio chez Photon, etc. Il y a plusieurs domaines, mais moi, c'est surtout concentré sur le bio. Donc, c'est quoi les besoins des utilisateurs qui font des trucs bio? Est-ce qu'il faut que leur souris elle soit bien réchauffée, endormie pendant l'instrument, des trucs comme ça. Ensuite, une fois qu'on a établi tous les besoins, les équipements optiques qui sont nécessaires pour l'instrument, ben là, je travaille en équipe avec plusieurs autres ingénieurs pour le développement mécanique, électronique de l'instrument. Et ensuite, je travaille avec des techniciens comme Jonathan pour faire l'assemblage, s'assurer que tout fonctionne. Donc, vraiment, le travail d'équipe est là beaucoup parce que si on dit science de la lumière optonique, tout ça, c'est un domaine qui, moi, pour avoir fait des entrevues cette semaine là-dessus, c'est très intéressant, mais j'ai l'impression qu'on connaît un peu moins ce domaine-ci. La question s'adresse à vraiment
tout le monde, à vous quatre. Donc, c'est à qui veut répondre en premier ou peu importe. Mais pourquoi c'est important pour vous personnellement de participer à brancher sur Mon Avenir aujourd'hui avec Jeunes Explos? Pourquoi c'est important pour moi d'être ici en ce moment, c'est de faire connaître ce milieu-là qui est super intéressant, que justement, comme tu disais, c'est un domaine qui est un peu moins connu, mais que, écoute, ça me motive souvent le matin à me lever, à aller travailler, à travailler avec des collègues qui sont aussi passionnés que moi et aussi à amener des sciences un petit peu plus loin, à le partager à des clients qui font connaître un peu plus cette technologie à travers le monde et que cette connaissance-là soit transmise, simplement. Transmettre les connaissances. Louis-Raphaël, David, Amrita, j'imagine que ça résonne en vous. Vous, est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi pourquoi vous teniez à participer aujourd'hui au webinaire? Ben moi, j'essaie de revenir dans le passé de quand moi j'étais élève, puis c'était pas un champ de travail qu'on entendait beaucoup parler. Alors pour moi, c'était un bon moment juste de partager qu'est-ce qu'on fait, puis montrer à tout le monde on peut travailler dans un environnement comme ça, puis vraiment aimer les sciences, puis la lumière, puis tout ce qui vient avec ça. Je me demandais, toi, Louis-Raphaël, une journée typique dans ton emploi, ça ressemble à quoi environ? Ben, écoute, je vais répondre à cette question-là, ça va me faire plaisir dans le fond. Puis juste pour revenir aussi, moi, pourquoi je suis là, ben, donner au suivant. Puis l'optique photonique, il faut juste se rappeler que c'est un des domaines les plus intégrateurs parce qu'en fait, ça inclut la mécanique, l'électronique, la thermique, tout ce qui intègre la physique en général, là, c'est super intégrateur. Fait que ça, on tripe sur la science, puis la physique, puis les maths. Je pense que l'optique photonique, c'est un des meilleurs domaines pour être dedans. Puis ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'optique photonique au Québec, là, principalement au Québec, on est un pôle d'excellence mondial. On est vraiment bon au Québec. C'est méconnu parce qu'on est très en B2B, là, d'entreprise en entreprise. C'est beaucoup des produits pour d'autres entreprises. Mais en réalité, là, dans le monde, on se situe là, comme des leaders mondiaux dans plusieurs types de produits. Puis on est vraiment les chefs de file mondial, là. Puis ça, je pense que c'est très important de le mentionner. Puis on est dans un domaine qui exporte très fortement là, à plus de 95% souvent dans chacune des entreprises à l'international. Fait que c'est vraiment un pôle de richesse qui ramène des milliards à la société québécoise. Je pense qu'il faut le dire. Maintenant, aujourd'hui, moi, comme PDG d'une startup, écoute, moi, je fais tout. Je fais de tout parce que dans le fond, mes rôles principaux, c'est sûr que c'est tout ce qui est commercial, les ventes, le financement puis le RH, mais en réalité, je suis aussi le directeur général. Fait que je m'assure que tous les projets de l'entreprise, autant du point de vue technique, l'ingénierie, je fais vraiment de tout, là. Fait que mes semaines sont absolument pas, ils se ressemblent jamais. Puis je dirais que ça va avec le taux de croissance qu'on a. On engage, en ce moment, j'engage beaucoup. On est en train de structurer, on va chercher des fonds, on est en train de lancer des nouveaux produits. Moi, je te dirais que j'ai une job assez hyper active et très proactive et très chargée. Mais je dirais que mon rôle dans l'entreprise est très. Ça va en fonction des besoins d'entreprise, mais c'est très, très, très diversifié. Puis pour moi, c'est le plus grand plaisir parce que je considère que j'ai une des jobs les plus complexes et intégrateurs qui soit, c'est-à-dire président d'une start-up en haute technologie qui vend et démarche des produits à l'international. Très intéressant parce qu'il y a moyen justement, tout dépendamment de ce qu'on fait, d'avoir des horaires assez variés, des journées qui ne se ressemblent pas aussi. Donc, on ne s'ennuie jamais, si je comprends bien. Toi, David, est-ce que ton day-to-day, là, je peux dire en bon français, ressemble à celui de Louis-Raphaël? Tu sais, à une journée typique dans toi, ton emploi, ça ressemble à quoi? C'est ça, moi aussi, de mon côté, ça varie beaucoup. On travaille beaucoup par projet. Puis les projets, ben, ça se passe il y a différentes étapes dans un projet. Donc, au tout début, c'est d'essayer de comprendre, OK, ben, c'est quoi les besoins du client? Qu'est-ce qu'on veut que l'instrument fasse? De quelle manière? Donc, il y a beaucoup de réflexion, de la conception préliminaire. On fait des petits schémas, on fait des petits tracés par exemple, OK, mon laser, il va aller à cet endroit-là. OK, ça va me prendre un miroir et tout. Fait qu'on est un peu plus dans le théorique. Ensuite, vient des étapes un peu plus tard dans le projet où là, on doit le modéliser un peu mieux. Puis, à un moment donné, un peu plus loin, ben, on se met à acheter les pièces. Fait que là, il faut regarder, OK, s'assurer que les commandes se font au bon moment chez les bons fournisseurs. Ensuite, on passe à l'étape d'assemblage. Fait que, comme toutes ces étapes-là, veut pas, ça devient très différent d'une journée à l'autre. Puis vers la fin, ben là, c'est l'installation. On va chez le client, on installe, on donne une formation. Là, il faut s'assurer de bien comprendre l'instrument parce qu'il faut expliquer, il faut enseigner à l'utilisateur comment utiliser l'instrument. Puis là, souvent, c'est la partie qui est formidable parce que là, on voit l'utilisateur, ses yeux s'allument, ils sont comme OK, il est cool l'instrument, il va me permettre de faire des nouvelles choses que rien d'autre permettait de faire avant. Fait que c'est vraiment, c'est très varié. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup aussi, donc on ne s'ennuie pas non plus dans ton emploi. Jonathan, toi qui es technicien en opto mécanique,
Ta journée typique ou ta semaine typique, en fait, ressemble à quoi? Ah, c'est bon de dire une semaine parce qu'une journée typique, il n'y en a pas une pareille. Je te dirais qu'un peu comme David l'expliquait, lui, c'est plus au niveau de chargé de projet. Donc, lui, il est plus au-dessus du projet. Il va regarder plus les applications. Dans le fond, sans dire un anglicisme, mais il me passe la POC sur l'assemblage. Donc, admettons, quand ils ont décidé de finaliser la conception, ben moi, je prends tout ça, je m'assure de gérer les commandes, je m'assure de vérifier la réception des pièces, faire les assemblages simples, de s'assurer que l'assemblage simple est fonctionnel, le qualifier. Ensuite, c'est de faire un assemblage complexe avec les différents modules d'un système et de s'assurer au final avec les requis que le chargé de projet a déterminé que le système est fonctionnel. Donc, je fais ça avec des faits de suivi. Je m'assure, OK, c'est supposé être 2.1, ben, c'est vraiment 2.1 ou pas. Puis après, ben, on décide de faire des correctifs ou non. Puis c'est vraiment en travail conjoint avec le chargé de projet, avec les ingénieurs qui ont travaillé sur la conception et aussi avec des opérateurs qui, eux autres, sont plus sur l'assemblage day-to-day, qui est un petit peu plus rythmé, qui vont faire des assemblages plus simples, mais qui nous aident aussi, dans mon travail de technicien, de prendre des petits modules et de les intégrer. Dans le cadre, évidemment, de ces semaines typiques-là, de ces journées typiques-ci qui ne se ressemblent pas, qu'il y a du mouvement, vous servez de plein d'outils, j'imagine. Juste savoir, toi, Mrita, où est-ce que tu te situes en ce moment, puis tu te sers de quels outils dans le cadre de ton travail, toi? Moi, en ce moment, je suis dans une salle blanche. Moi, en ce moment, je porte un sarrau, oui, un sarrau de salle blanche, puis je suis couvert de la tête aux pieds. Puis, travailler dans une salle comme ça, à cause des particules, le domaine dans lequel on est demande d'être très propre. Puis, dans le fond, pour avoir aucune contamination sur nos produits lors des tests qu'on fait. Alors, c'est pour ça qu'on travaille dans une salle comme ça. Puis, les humains sont les plus grands générateurs de particules. Alors, c'est ça qui va faire que ça s'habille comme ça pour vraiment se protéger, pour protéger le produit qu'on travaille dessus. Et les équipements que j'utilise jusqu'à tous les jours, c'est vraiment des microscopes parce que les pièces qu'on travaille avec sont vraiment, vraiment petits. C'est le microscope, l'équipement que j'utilise le plus. Sinon, la ligne de produits, on utilise aussi des équipements comme des bandes de tests optiques aussi qu'on utilise. Vous travaillez quand même dans le même domaine, mais c'est très, très vaste avec vos emplois. Même pour David, Jonathan, qui travaillent pour la même entreprise, vous quatre, vos emplois sont très différents, c'est pas pareil, les journées ne se ressemblent pas. Juste dans votre emploi à vous, les journées ne se ressemblent pas, donc entre vous, c'est clair qu'il y a plein de différences. Mais j'imagine que les quatre, vous avez certaines choses qui font en sorte que vous adorez votre emploi. Je me demande qu'est-ce que vous, personnellement, vous trouvez de valorisant, soit dans votre domaine général ou dans votre emploi précisément. Peut-être en commençant par David, qu'est-ce qui te rend heureux et tu as envie d'aller travailler le lendemain déjà? Qu'est-ce que tu trouves valorisant dans ta job? C'est de faire des instruments nouveaux qui n'existent pas. On répond à un besoin. Il y a des chercheurs, ils ont besoin d'un instrument qui est capable de mesurer un phénomène, puis l'instrument n'existe pas. Donc, c'est un défi qui nous lance, ou des fois, c'est en communiquant avec eux. Puis là, on dit, on serait capable de relever ce défi-là. Fait que je pense que c'est ça qui est la plus grande force motivante pour nous, c'est de dire, OK, on a réussi à donner des outils pour étudier des phénomènes nouveaux qui n'étaient pas possibles de faire avant. Puis ça marche bien. Puis on fait beaucoup affaire avec des chercheurs. Puis quand eux, ils prennent un de nos instruments puis ils réussissent à publier un article dans un journal scientifique, ça fait un gros buzz, là. C'est super satisfaisant pour nous. On dit, OK, notre mission, on a réussi, on a fait de quoi qui fonctionne puis qui est utile, d'être utile pour les clients. Puis le crédit vous revient de façon très juste. Louis-Raphaël, toi, j'imagine, c'est un peu la même chose, mais toi, en plus, tu es PDG, c'est comme ton bébé aussi. J'imagine que c'est extrêmement valorisant. C'est extrêmement valorisant. Écoute, c'est toute une aventure être entrepreneur, là. Il y a les hauts et les bas, mais je dirais que c'est tout amplifié parce que tout le stress, c'est toi qui le vis, mais tous les gros coups aussi, c'est vraiment, ça repose beaucoup sur toi et sur l'équipe. Moi, ce qui me motive, en fait, c'est de créer une super entreprise québécoise là, avec notre objectif, c'est de créer de quoi de soutenable au Québec avec plus de 100 employés puis de devenir les leaders dans ce qu'on fait. Puis on est déjà très bien parti. Moi, je te dirais que je suis animé par l'innovation, par l'invention, pour rejoindre le commentaire de David. C'est sûr que nous aussi, on est en train d'inventer des nouveaux produits qui n'existent pas. On est vraiment à la fine pointe là, à ce qui se fait dans le marché. D'être reconnu comme des leaders mondiaux déjà, on est vraiment content. Puis je dirais aussi, c'est toute l'équipe, là, je dirais, de construire une entreprise, puis de voir un peu les fruits, puis tout ce que ça crée, c'est incroyable. Là. Fait que je dirais que l'entreprise en soi, toute cette aventure-là, ça me motive.
de voir tout ça pousser, puis tu te dis, j'ai quand même une bonne part de responsabilité là-dedans. C'est sûr que c'est extrêmement valorisant aussi, puis c'est du travail d'équipe. Du gros travail d'équipe. Moi, je me repose là, sur une super équipe là, talentueuse. Puis je pense que tout est là, là. Puis pour rejoindre, je pense que ce qui réunit ici tout le monde, je pense que c'est aussi l'aspect très technique, là. Je parle, tout le monde ici fait des affaires ultra poussées techniquement, qui demandent quand même des études poussées. Mais ça, c'est parce qu'on est tous des passionnés, je dirais, de la physique au final, là. Puis on travaille tous en équipe. Fait que c'est une gang de nerds et de geeks qui s'amusent ensemble à tous les jours, là. C'est moi, c'est moi qui aime ça. T'as tellement raison. Jonathan, nerd de roi. Et nerd, c'est un thème très positif. Moi, j'adore ça. Toi, tu dirais, Jonathan, dans ton emploi, ton côté nerd, de ce qui est comblé, puis qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans ta job? Je te dirais que le point positif dans ma job, c'est que quand on me passe le travail, puis de réaliser, puis de livrer mes produits, là, puis de le voir partir dans le corridor, je fais comme ah wow, j'ai réussi encore. Dans 2 mois, j'en fais un autre, il part encore. Je suis comme hey, j'ai réussi cet exploit-là de prendre ce qui était juste une idée par les concepteurs, moi, de le réaliser physiquement, de vérifier que tout était beau, puis faire comme hey, je suis capable de le faire. J'ai adopté des méthodes de le faire. J'ai conclu, j'ai mis un barème de comment le faire, puis ça fonctionne bien. Je l'amène dans une production, je suis capable de pousser plus loin. C'est vraiment cool. Tu te sens utile finalement. Amrita, toi, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans le cadre de ton emploi? Juste le fait il y a tout le temps place à amélioration, puis c'est ça que j'ai réalisé au fil des années. À chaque fois, il y a un autre maximum à atteindre, puis après ça, il y a un autre, il y a un autre. Alors, juste le fait de pouvoir travailler vers une meilleure performance, vers l'amélioration d'un produit qui existe aussi, c'est très bien, puis c'est une de mes plus grandes motivations. C'est une grande motivation. Je pense qu'il y a bien des jeunes intéressés qui nous regardent en ce moment qui trouvent ça motivant aussi de vous entendre parler. J'aimerais qu'on commence en parlant de ce qu'on ignore de ce domaine-là, l'optonique, les sciences de la lumière, tout ça. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des mythes et c'est quoi les fausses perceptions qu'on a vis-à-vis de votre travail? Quand j'étais en DEC de génie physique, ou quand j'étais dans mon bac, je disais que j'étudiais en génie électrique. Souvent, les gens disaient « Oh, ben là, tu vas pouvoir réparer mes affaires chez moi. » Si tu avais un DEP. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas les mêmes affaires là, comme qu'on apprend. Puis les applications aussi qu'on a ici sont différentes, surtout pour le côté photonique là, qui est différent. Alors ça, c'est un mythe que je me rappelle qu'on avait, ce que j'avais entendu. Jonathan, David, Louis-Raphaël, vous, est-ce qu'il y a des préjugés, des mythes, des trucs qu'on s'imagine dans le cadre de votre emploi ou de votre domaine, puis finalement, vous devez toujours justifier que c'est absolument pas ça ou c'est un petit peu inexact? Ben moi, je dirais, en fait, c'est même pas des mythes. En fait, les gens savent même pas c'est quoi. Ils ont même pas d'idée c'est quoi notre domaine. Tu dis, je suis fabricant de laser, je suis en optique photonique. Il n'y a aucune résonance dans le cerveau des gens quand tu dis ça. Il n'y a aucune idée. Les gens, ils ne comprennent pas. Puis c'est un domaine qui est vraiment. Tu m'aurais posé la même question secondaire, je n'aurais pas été capable de te dire c'était quoi ce domaine-là. Je pense que c'est un domaine hyper méconnu. Mais hyper excitant et diversifié. Et je pense que tout le monde ici autour de la table, on est hyper passionné. Je pense que c'est juste de démystifier l'optique photonique au Québec au maximum. Parce qu'en fait, il n'y a juste même pas de connaissance de c'est quoi. C'est intéressant, ça, justement, parce que quand Louis Raphaël t'a dit il n'y a pas tant de mythes, c'est juste qu'il n'y a rien, les gens ne connaissent pas ça. J'ai vu tout le monde a hoché la tête. Jonathan, David, si je pose la question, puis selon vous, je ne sais même pas s'il y a une réponse à ça, selon vous, pourquoi on ne connaît pas ça? Tu sais, on dit pompier, on a déjà une image. Moi, je savais qu'au primaire, peut-être parce que mes parents faisaient ça, mais avocat, j'imaginais déjà la robe, ben, au palais de justice, puis tout ça. Pourquoi votre domaine, il est vraiment plus mystérieux? C'est peut-être parce que c'est moins commun, c'est plus niché, c'est de la haute technologie. Ça court moins les rues. Tu sais, c'est beaucoup de choses. Puis je pense, Louis-Raphaël t'en parlait tantôt, c'est beaucoup du business to business. Tu fais quelque chose, tu vends à un autre. Tu sais, nous, on vend beaucoup à des universitaires. Tu sais, on ne fait pas beaucoup de produits. En fait, on ne fait pas du tout de produits qui est vendu grand public. Fait que c'est sûr que ça garde peut-être quelque chose d'un peu plus... c'est ça, ça aide moins à rendre la technologie très, très connue, justement, du grand public. Mais pour revenir un peu à quand on explique notre travail, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec Louis-Raphaël, les gens, ça n'allume rien, là, sauf quand on dit qu'on joue avec des lasers. Ben là, ils disent « Ah, laser! » Fait que là, ils s'imaginent des fusils laser ou des trucs. Fait que ça résonne. Le mot laser résonne, même si ce n'est pas nécessairement de la bonne chose qu'ils voient. Mais c'est ça. Fait que grosso modo, c'est peut-être parce que ça touche moins directement le public. Ça touche d'une certaine manière, mais c'est un peu plus indirect. Je rajouterais juste sur ça, c'est que je pense que c'est des dizaines de milliers de personnes qui travaillent au Québec là, en optique photonique, c'est tout, sur une
population de 7 à 8 millions, c'est très peu. Puis en fait, c'est que pompier, tout le monde, je parle à la télévision, je pense que c'est hyper publicisé, ce genre de métier-là. Des ingénieurs physiques ou des gens en technique de l'optique photonique ou n'importe quel domaine de l'optique photonique, il n'y a aucune publicité à radio. Je pense que c'est jamais parlé sur Facebook, Instagram. Je parle, il n'y a jamais aucune publicité reliée à ça. Là. C'est juste, il n'y a pas de bruit autre que des événements comme aujourd'hui. Inciter les jeunes ou recruter, là, mais c'est les seuls moments qu'il y a vraiment de la publicité là, au grand public par rapport à l'optique photonique. Il faudrait qu'on s'organise, qu'on crée une série Netflix sur l'optonique, là, tout le monde ensemble, là, un peu. Il y a tellement de tout à télé, il manque juste vous autres, puis je pense que ça ferait quand même un très, très bon spectacle. Toi, Jonathan, j'imagine que c'est pour ça que tu participes aujourd'hui, c'est pour en faire apprendre plus aux jeunes, mais toi, pourquoi t'expliquerais que c'est un domaine aussi, dans tes mots, qu'on connaît un peu moins? Tantôt, on a dit qu'il n'y avait pas vraiment de préjugés, mais j'en ai deux bons. De un, quand je parle de laser, c'est « Hey, Star Wars! » Non, calme-toi, là. 2 secondes. Puis quand je parle, je nomme mon titre, puis on aurait dit que ça fait 1 est égal à 1, rat de laboratoire. On aurait dit que je suis une personne nichée dans mon laboratoire, travailler avec des outils que personne ne connaît. Bien, c'est moyennement stéréotypé parce que c'est effectivement des outils que personne ne connaît. Mais souvent, je fais le lien avec un technicien en électronique où est-ce que ça, c'est un peu plus connu, mais qui est plus appliqué sur la physique. Fait que c'est quelque chose comme ça. C'est juste de faire le petit pont vers une autre technique qui est plus connue, mais appliqué sur la physique où est-ce que tu dis, dans le fond, moi, c'est comme un technicien en électronique, mais je prends un phénomène physique puis je l'analyse plus. Tandis qu'en électronique, c'est plus des cartes électroniques ou sinon, c'est effectivement des détecteurs, mais c'est plus sur le fonctionnement. Tandis que dans notre domaine, c'est plus dans le... On essaie de comprendre la physique. Dans cet environnement-là, j'essaie d'expliquer. Puis habituellement, la majorité du monde, ils comprennent, mais il reste tout le temps une petite pointe d'incertitude de c'est quoi un phénomène physique? C'est quoi un phénomène physique? Puis c'est pour ça qu'on en parle ensemble. C'est pour justement, c'est un domaine passionnant, donc on veut que les jeunes en apprennent encore plus. Je pense qu'il y en a des curieux ici. Parlant de phénomènes, il y a Isabelle qui demande, on a mentionné tantôt que vous relevez de beaux défis avec les phénomènes nouveaux dans votre domaine. Avez-vous un exemple complet? Vous quatre, est-ce que vous avez des exemples comme ça d'évolution, soit de la technologie ou des nouveaux phénomènes, des nouvelles réalités dans votre domaine? J'en ai un auquel je faisais référence un peu tantôt, là, sans le nommer, mais chez Photon, on fabrique des caméras qui sont sensibles dans l'infrarouge. Donc, ils sont capables de voir de la lumière plus loin que la lumière visible. Ça part du bleu, le vert, le jaune jusqu'au rouge. Puis infrarouge, c'est plus loin que le rouge. C'est des longueurs d'onde qui sont plus longues, qui sont invisibles pour l'œil. L'œil est juste pas sensible à ces longueurs d'onde-là, on voit rien, mais il y a quand même de la lumière qui existe à ces longueurs d'onde-là. Puis nous, on développe des caméras qui sont capables d'imager, de faire des images en regardant un objet qui est illuminé avec ce type de lumière-là. Puis ce qui est particulier avec cette lumière-là, c'est des longueurs d'onde qui passent plus facilement à travers le corps. Donc, ça peut être les tissus biologiques, des cellules, des trucs comme ça. Puis un phénomène nouveau qui est beaucoup en étude, qui est assez hot là, dans le domaine bio, c'est pouvoir regarder à l'intérieur du corps, par exemple, d'une souris pour faire des études biologiques, aller regarder en profondeur qu'est-ce qui se passe, des phénomènes biologiques qui se passent dans la souris, ou regarder à l'intérieur même du corps humain, si on imagine pendant des chirurgies. Mettons quelque chose d'intraopératoire, un patient qui a le cancer. On veut savoir le cancer, est-ce qu'il est juste en surface quand on ouvre le patient puis on enlève ça, ou est-ce qu'on veut savoir si le cancer va très, très profondément? Donc, pour que le chirurgien puisse savoir, OK, ben, il me reste beaucoup de job à faire ou pas. Donc, il y a des manières de marquer ce cancer-là avec quelque chose qui émet de la lumière dans l'infrarouge. Puis, nos caméras peuvent détecter cette lumière-là puis dire, OK, ben oui, en profondeur dans le patient, on est capable de dire, oui, bien, effectivement, il y a encore du cancer qui est présent là. Fait que ça, c'est un phénomène où, sans ce type de caméra-là, ça devient beaucoup plus compliqué de faire cette étude-là. Puis bref, le genre d'instrument qu'on veut développer pourrait faciliter la vie, par exemple, d'un chirurgien qui fait une opération très importante qui peut sauver la vie d'un patient. C'est le genre de phénomène nouveau dont je parlais. Il y en a plein d'autres, là, mais ça, c'est un exemple. Isabelle dit fascinant, puis je suis assez d'accord avec ça. Vous devez être toujours au parfum des nouvelles technologies. Moi, j'ai envie de vous demander aussi, peut-être en commençant par Amrita, parce que vous êtes des experts maintenant, vous êtes bien établis, on commence tous et toutes quelque part. Niveau formation, niveau études, moi, je dis toujours que tous les chemins mènent à Rome.
même dans les domaines où c'est un peu plus classique, on peut se tromper, on peut revenir, on peut changer de programme. Et Isabelle fait dire merci, très poli, Isabelle. Alors peut-être, Amrita, parle-nous, toi, de ton parcours. Tu as étudié comment? Ça ressemblait à quoi, là, ton cheminement pour en arriver là où tu es en ce moment? Après mon secondaire, je suis rentrée j'ai fait un DEC en génie physique. Puis par la suite, après mon DEC, j'étais pas très sûre si je voulais continuer à l'université, mais tout le monde de ma cohorte voulait aller continuer. Alors, je me suis dit que j'allais l'essayer. Fait que j'allais en génie électrique à Concordia et finalement, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Et pendant que j'étais au DEC, j'ai fait un stage ici avec Celitas dans ma dernière session. Et c'est comme ça que, dans le fond, j'ai découvert un peu ce monde photonique ici, puis je suis tombée en amour. C'est vraiment ça qui est arrivé. Puis après ça, dans le fond, j'ai continué à venir ici comme pour des jobs d'été sur la ligne de production en tant qu'opératrice. Puis ça, j'ai continué à venir ici à chaque fois qu'il y avait un poste que je pouvais faire, je l'ai fait. Et après ça, j'ai continué comme technicienne. Puis là, ben, quand j'ai fini mes études, je suis tombée dans mon poste actuel qui est scientifique électronique en recherche et développement. Et tu ne regrettes pas du tout Oh ton non, choix? vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. À chaque jour, ouais. À chaque jour, je pense que je suis vraiment dans un très bon domaine, puis je suis vraiment contente. On est content que tu sois là avec nous, Amrita, aujourd'hui. Ouais. Peut-être, Jonathan, toi, ton parcours ressemble à quoi? Est-ce que c'est semblable à Amrita? Est-ce que c'est différent? Ça ressemble à quoi? Non, ça, j'ai pris des grands détours pour essayer de comprendre ce que je voulais. Donc, juste bien expliquer, au secondaire, tu ne sais pas nécessairement toujours ce que tu veux. Donc, j'ai commencé par une technique en médecine nucléaire parce que c'était lié avec la santé, ça m'intéressait beaucoup. Puis la physique aussi du nucléaire m'intéressait beaucoup. Mais finalement, ce domaine-là, mais quand je suis arrivé au milieu hospitalier, ça ne me fitait pas avec moi, mais j'avais une certaine passion au niveau de la physique nucléaire, donc la physique. Et j'ai continué en technologie du génie physique à André-Laurando pour intégrer le cégep et faire quelques cours. J'ai fait « Ah, OK, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. » J'ai fait des stages chez Technor sur la rive sud de Montréal. J'ai pratiqué ma technique. J'ai trouvé que c'est vraiment intéressant de l'application des technologies. Mettons, Technor, eux, ils font de la détection de petites particules pour faire des coatings de peinture. Puis comment le détecter, ils m'ont tout expliqué ça. Puis j'étais comme, wow, OK, il y a quelque chose d'intéressant en arrière de ça. Donc, j'ai continué, j'ai fini ma technique. Puis là, j'ai exploré un autre type de domaine, faire du service au niveau ophtalmologique et optométrique chez ma compagnie d'Innova. Et ensuite, j'ai tombé chez Photon où là, j'ai eu un gros coup de cœur où est-ce que l'application de la physique était au cœur de la compagnie. J'ai eu mon coup de cœur de la vie. Parlons-en des coups de cœur. Louis-Raphaël, David, à quel moment dans votre formation, vos études, peu importe, vous avez eu la piqûre? Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là où vous vous êtes dit, OK, c'est confirmé, je suis dans le bon endroit, puis là, je ne change pas? Moi, c'est au courant d'un stage parce que ça te permet vraiment d'expérimenter ton domaine. J'ai fait un stage dans le groupe de neurophotonique à Robert-Gifford. Le but, en fait, du projet d'été, c'était de créer des sondes optiques à fibre optique pour sonder le cerveau en biophote. Mais c'était vraiment pour aider le développement des technologies médicales pour le Parkinson. Puis c'était l'utilisation de laser, de fibre optique, mais toute la simulation, toute l'accumulation de données, vraiment créer la technologie là, de A à Z dans ce groupe-là. C'est ça qu'on faisait. Et puis c'est vraiment là que j'ai eu la vraie piqûre. Là. Moi, j'étais déjà passionné par la physique, mais le domaine plus précis de l'optique photonique, c'est à ce moment-là que je tombe en amour. David, toi, est-ce que ça ressemble un peu à ça, cette piqûre-là pour ton domaine, ton emploi en l'occurrence? Il n'y a pas eu un moment définitif qui a fait comme OK, go, je m'en vais travailler chez Photon, etc. Puis ça se fait, c'est quelques moments différents, mais par exemple, moi, ma formation, j'ai une formation en génie physique à Polytechnique Montréal, mais j'avais commencé d'abord en génie mécanique. Puis là, j'avais des amis qui étaient en génie physique. Puis là, j'entendais parler qu'ils vont avoir des cours de mécanique quantique, puis d'optique, puis des trucs comme ça. Puis j'étais comme, ça a l'air vraiment cool, leur truc. Fait que là, ça m'a fait comme switcher pour aller vers plus la physique. Puis un peu plus tard, je travaillais, j'étais en train de faire ma maîtrise, éventuellement mon doc. Je travaillais dans un labo avec des lasers, des éléments optiques. Puis il fallait monter des systèmes spéciaux pour faire le genre d'expérience qu'on voulait faire. Fait qu'il fallait dire, OK, ça prend telle lentille, une caméra ici, une caméra là. Puis un peu aussi en même temps, dans la vie, je fais de la photographie. Je suis vraiment un geek de matériel photo. Fait que là, tout ça un peu ensemble, ça finit par dire, OK, ben moi, c'est ce que je veux faire dans la vie, fabriquer des instruments optiques
ou il faut que j'aille une caméra, il faut que j'aille une lentille, il faut que j'aille des différents trucs. Fait que ça a comme cristallisé tout ça, puis photo, etc., c'était comme la place parfaite après ça pour assouvir mes besoins. C'est excellent. Tu Voilà. t'es senti à ta place carrément. Amar, peut-être qui est sûrement très inspiré par ça, lui se demande si on ne fait pas les maths SN et les sciences SE au secondaire, pouvons-nous les reprendre à un autre moment? Parce qu'il dit, il ajoute, j'imagine que ça prend ces maths-là et ces sciences-là pour pratiquer un métier dans les sciences de la lumière. Donc, est-ce que si on ne les a pas là, c'est possible de les reporter, de les reprendre ailleurs selon vous? J'étais une des premières cohortes que quand ça avait switché à CST, je pense. Oui, CST, oui. Oui, on peut les reprendre plus tard. On peut plus tard les reprendre en cours d'été ou sinon au cégep aussi, ils les offrent pour les reprendre. Oui, je pense qu'il y a le programme d'ailleurs au Cégep Garneau, peut-être à Sainte-Foy, mais accueil et intégration, où c'est possible de reprendre des mathématiques. Oui, exactement. Et, comme on disait, comme je disais, Jonathan, tantôt, des fois, il faut virer en arrière. C'est rare, c'est très rare quelqu'un qui trouve ce qu'il veut faire quand il est tout jeune puis il le fait de A à Z. C'est pas un long fleuve tranquille, puis c'est bien correct. C'est même mieux que ce soit de même. On est plus sûr de notre choix une fois qu'on y arrive, j'ai l'impression. Moi, je me demande dans le cadre de votre emploi, puis je m'adresse aux quatre, à quel point il y a un côté humain, parce que je dirais, des fois, on pense aux sciences, laboratoires, on dit ça, on pense qu'on a un microscope, là, comme on disait tantôt, puis on est tout seul avec notre microscope, on ne parle pas, alors que c'est pas du tout ça. J'ai l'impression à quel point le côté humain, le travail d'équipe prend une bonne place dans votre domaine, dans votre emploi. Moi, je te dirais que c'est présent à 100% du temps. Oui, tu as des petits moments où est-ce que tu dois faire des assemblages. Mettons, dans mon travail, c'est d'être occupé à faire mon travail, d'être assis devant un module ou devant mon ordinateur. Mais quand je veux monter un système, je ne peux pas juste rester dans mon coin et me dire c'est ça qui est ça. Il faut que je consulte du monde, il faut que je travaille avec du monde pour faire du développement avec eux ou amener à bien le produit. Fait que tu peux pas rester dans ton coin. Ça se fait, mais ça sera pas agréable. Exactement. Mais d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est Jonathan, David, vous travaillez pour la même entreprise, puis vous êtes ensemble dans le webinaire. Déjà là, on voit qu'on peut avoir des bons contacts. Moi, je veux quand même savoir, ce serait quoi votre conseil aux jeunes? Oui, ceux qui veulent travailler là-dedans, les sciences de la lumière, peu importe en optonique, mais juste quelqu'un qui est curieux d'en apprendre plus. Ça peut être aussi des qualités à développer, ça peut être juste un petit truc de pro, comme on dit. Louis-Raphaël, toi, ce serait quoi ton conseil pour les jeunes en ce moment? J'en aurais deux. Moi, je pense que de rester très curieux, là, c'est vraiment hyper important, là, surtout pour les sciences de la lumière, parce que c'est un domaine qui est en constante, je dirais, retransformation, puis vraiment de pointe. Là. Fait qu'il faut vraiment être très curieux. Puis par rapport à tout, c'est vraiment important aussi, là, pas juste se focusser sur la lumière, mais aussi dans toutes les autres disciplines. On parlait de lui-même, on parlait de tout. Très important. Puis je dirais qu'en général, pour votre carrière, là, le quoi vous connaissez est aussi important que le qui vous connaissez. Puis je pense que c'est très important de s'entourer des bonnes personnes autour de vous dans votre cheminement de carrière pour vraiment vous aligner dans la bonne direction. Mais aussi, des fois, si vous voulez développer des affaires, peut-être un projet entrepreneurial, de connaître les bonnes personnes, c'est très important aussi. On en connaît 4 bonnes en ce moment aussi. Alors ça, c'est très parfait. David, toi, ton conseil pour les jeunes? La même chose que Louis-Raphaël, la curiosité, c'est hyper important. Des fois, je me dis moi-même, hey, je ne suis pas assez curieux, il faudrait que j'aille fouiller, il faudrait que j'aille... Puis je pense que c'est quelque chose qui s'entretient de la curiosité, de se forcer à se poser des questions. Puis à part ça, peut-être, si l'occasion se présente de faire des stages dans des entreprises, le long de votre formation. C'est quelque chose que moi-même, je regrette de ne pas avoir assez fait. J'ai fait des stages dans des labos, bon, mais c'est quelque chose qui permet de bien comprendre la réalité d'une entreprise dans le domaine, par exemple, en optique, mais ça peut être dans plein de domaines, mais de comprendre la réalité puis d'apprendre un peu plus sur ce qui se passe. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est... Si l'opportunité est là, c'est sauter dessus à pieds joints. Là. Oui, il faut en profiter de l'opportunité. Déjà qu'il y a des jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, avec Jeunes Explos, ben, c'est déjà un pas dans la très bonne direction. Amrita, toi, ton conseil pour les jeunes qui sont avec nous en ce moment ou qui vont regarder plus tard sur YouTube, ce serait lequel? C'est vraiment de prendre toutes les opportunités qui viennent devant vous, puis sauter dessus. Il y a rien de mal qui peut arriver. Il va juste avoir des moments d'apprentissage qu'on a, puis aussi de ne pas se gêner de demander la question. S'il y a une question qui vous tracasse ou de demander quelque chose que vous voulez, parce qu'à la fin, la pire réponse, ça va être juste un non, puis
c'est correct, vous êtes déjà dans le non en ce moment sans avoir la réponse. Fait que ça, c'est les conseils que moi j'ai eus. Fait que moi, je vais juste partager mon conseil. Jonathan, toi, le mot de la fin, ton conseil pour les jeunes? De rester ouvert, avoir l'esprit ouvert, d'essayer d'être curieux, de regarder tout ce qui se passe autour de soi. C'est aussi simple que regarder un écran puis se demander comment ça fonctionne, puis faire une petite recherche. Finalement, ça amène à une recherche en chimie. C'est pas ton domaine, mais tu continues à checker. Tu te dis, c'est peut-être ça qui m'intéresse. Puis oser aller vers l'avant. Même si c'est hésitant, tu n'as pas envie de le faire, peut-être que c'est juste le petit pas qui te manque à y aller. On tourne bien autour d'oser. Moi, j'ai entendu 4 fois la curiosité d'essayer, les contacts aussi, comme dit Louis-Raphaël. Là, vous avez 4 excellents contacts. Je pense que si vous allez, les jeunes, sur les réseaux sociaux des entreprises, des experts à qui on a parlé aujourd'hui, vous pouvez avoir bien des informations, entrer en contact avec eux, évidemment. Il y a toujours moyen. Allez voir les sites de Jeunes Expos, les réseaux sociaux. On a des stages d'1 jour. On peut en apprendre plus là-dessus. Je tiens à vous remercier vraiment pour votre temps. Louis-Raphaël Robichaud, PDG, ingénieur physique. Merci beaucoup, Louis, pour ton temps aujourd'hui. Amrita Dargy, scientifique électronique. Merci. On va se reparler demain. Je m'oriente en live avec Jeunes Expos. Fait qu'on va pouvoir approfondir encore plus ce dont on a discuté aujourd'hui. Donc, je te dis à demain. Merci beaucoup. Jonathan Roy, technicien en optomécanique. Un gros merci, Jonathan. David Rioux, concepteur en optique et gestionnaire de projet. Un gros merci à vous quatre, vraiment. Je pense que c'est un métier qui est un peu mystérieux. Ben, il l'est beaucoup moins ou un peu moins aujourd'hui et néanmoins très, très intéressant. Donc, de la part de tout le monde à brancher sur Mon Avenir et Jeunes Expos, je vous dis merci. Merci à tout le monde qui était présent. Puis on se voit mercredi prochain à midi. Merci beaucoup. Merci, Thomas.